Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Notion. Donc troisième épisode de la série de tutoriels sur comment utiliser Notion. Vous pourrez trouver les deux autres en description dans une playlist. Aujourd'hui on va apprendre à utiliser les bases de données. Donc les bases de données c'est une constante importante de Notion. Il faut savoir que on a déjà vu toute la partie prise de notes, donc comment utiliser des blocs plus simples. Maintenant on va utiliser des blocs plus complexes, c'est-à-dire les blocs bases de données. Donc lorsque vous arrivez sur une page, vous avez comme ça une page blanche, vous pouvez créer ce qu'on appelle une base de données. Donc il faut faire deux distinctions très importantes. La première, ce sont les vues de base de données. La seconde, ce sont les bases de données. La différence entre les deux est parfois un peu subtile, mais une fois qu'on l'a comprise, c'est très simple. Alors on va aller par étapes. La première chose qu'on peut avoir lorsqu'on a une page, on peut créer une base de données qui est intégrée à la page. Donc si ici je fais slash et j'écris base de données, on peut voir qu'il y a une base de données intégrée. Si je la crée, j'ai ici une véritable base de données qui est intégrée à ma page. J'ai toujours ma véritable page qui existe. Je peux ici créer des blocs sans problème. Je peux même déplacer ma base de données comme si c'était un bloc à part entière. Et cette base, je peux l'ouvrir en pleine page. Et quand je clique ici sur ce petit icône, là, je suis sur la base de données. Il y a d'autres façons de créer une base de données. Je peux aussi créer une page toute simple. Si je fais un slash page, j'arrive sur une nouvelle page. Ici, je peux décider que ce soit directement une table. Donc ici, je vais créer une nouvelle base de données. Et j'ai une deuxième base de données qui cette fois fait partie d'une page qui a été transformée en base de données. D'ailleurs, je peux transformer cette base là en une base de données en cliquant ici, en cliquant sur transformer en page. Ici, ma base de données est devenue une page base de données. Donc une base de données, qu'est-ce que c'est? Une base de données, c'est une table par défaut qui peut être utilisée de plusieurs façons. On va commencer par voir avec la table parce que c'est la table la plus simple, mais ensuite on verra plusieurs autres types de données plus tard dans la vidéo. On appelle ça des vues de base de données. Alors, par défaut, lorsque vous créez une table, on vous créera toujours un nom et une étiquette. Donc si je clique dessus, on peut écrire par exemple hello, et ici dans l'étiquette, lui donner n'importe quoi. Par exemple ici on va écrire anglais puisque le mot est anglais. Mais je peux créer d'autres propriétés à ma donnée. Par exemple, ici je clique sur plus, et je veux dire que mon mot, je veux avoir la date à laquelle il a été ajouté. Donc je vais regarder dans toute la liste qui est possible et chercher date de création. Ici, selon la date et l'heure à laquelle j'ai cliqué sur nouvelle page, on verra ici une nouvelle donnée qui est on verra ici la propriété qui sera rentrée. Si je clique à nouveau sur nouvelle page, ici c'est toujours 18h02. Si j'attends plus tard, il y aura écrit 18h03. Cette base de données en fait affiche une liste de pages qui possèdent des propriétés. Si ici je clique sur hello, je clique sur ouvrir pour voir qu'il contient les propriétés qui sont affichées là. Si j'ajoute une nouvelle propriété ici, ça revient à la même chose que si je cliquais ici sur plus. Donc si je clique sur ajouter une propriété, on peut voir à nouveau la même liste que tout à l'heure et je peux décider par exemple d'assigner une personne à un mot. Je vous invite à explorer par vous-même la liste des propriétés disponibles parce qu'il y en a énormément, on ne va pas tous les voir. Certaines sont pour des situations très précises, d'autres au contraire sont très courantes. Le texte, le nombre et les sélecteurs sont ce qu'on utilise le plus souvent, alors que par exemple un URL, un email, ce sera pour une liste de contacts par exemple, mais on ne va pas mettre ça pour une liste de mots. On verra dans une prochaine vidéo ce que c'est la relation et l'agrégation. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une composante très importante des bases de données et on peut aller très loin avec. On verra ça dans une prochaine vidéo parce que c'est un sujet un peu complexe. Notez que j'ai ici utilisé la date de création, mais aussi créé par, dernière modification et dernière modification par, qui sont des données qui se rentrent automatiquement. Par exemple, si je mets créé par, ici on peut voir que c'est par mois et ça a été entré automatiquement. Je ne peux pas modifier cette donnée. Donc ils ont été mis un peu à part du reste, enfin à la fin, ce qui permet véritablement d'avoir quelque chose pour des suivis par exemple, que ce soit des tâches ou un wiki, ou peut-être vous avez une base de livres que vous lisez et vous voulez savoir à quelle est la dernière fois que vous avez écrit dedans, bah vous pouvez. Lorsque vous êtes sur votre base de données, vous pouvez cliquer sur Shift Entrée pour créer une nouvelle donnée. Ça permet de ne pas avoir à cliquer sur nouvelle page, même si c'est pas très compliqué, des fois on est sur le clavier, on n'a pas envie de sortir la souris. Lorsque vous êtes sur une donnée, vous pouvez l'entrer. Si vous appuyez sur table, on vous passera à la case d'après. Donc là j'appuie sur table, ça me passe à la case d'après jusqu'à la prochaine ligne. Si par contre j'appuie sur entrée, je rentre dans la case et si je rappuie sur entrée, ça me met dans la ligne d'en dessous. Et donc je peux me déplacer comme ça entre les flèches, le tab et la touche entrée pour vraiment me déplacer à la case que je veux uniquement avec le clavier. Ici, je peux décider de verrouiller la base de données. Alors attention, je ne verrouille pas les pages qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire que si je vais à l'intérieur, je peux toujours faire des modifications. Je peux, pareil, faire des modifications ici, puisqu'au final, je fais une modification dans la page de cette donnée-là. Par contre, je n'ai plus accès aux modifications de la base elle-même. Vous voyez que je ne peux plus ajouter de propriétés, je ne peux plus déplacer la liste des propriétés.
Par contre, les données qui sont à l'intérieur, oui, elles sont utilisables. Je peux ici mettre anglais, ici le mettre. Donc il faut faire attention à ça. Si je clique ici, je ne peux plus ajouter de propriété. Par contre, les données qui sont à l'intérieur, elles sont modifiables. La troisième façon est de créer une vue de base de données. Si ici je fais slash et j'ai réécrit base de données, on voit qu'on a intégré, on a pleine page, c'est exactement ce qu'on avait fait en créant une sous-page. Et la troisième option est une vue table. Donc là, si je crée une vue table, on va avoir une vue qui se crée. Une vue, elle peut être basée sur une base déjà existante. C'est-à-dire, on peut à la fois créer une nouvelle base de données, donc on revient à une base de données intégrée comme on a vu tout à l'heure, mais on peut aussi se baser sur une vue qui existe déjà. Par exemple, ici on peut voir qu'on me propose plusieurs de mes bases de données existantes sur mon espace Notion, dont la base 3 et la base de données qui sont les bases qui sont ici. Je peux même chercher la base de données numéro 2. Si j'écris base de données, il me propose la numéro 2 qui fait partie de ma page sandbox qui est là. Donc on va prendre par exemple la base de données numéro 2. Ici, on peut voir que cette vue est liée à base de données numéro 2. Je peux d'ailleurs cacher le nom de la table en cliquant sur les 3 petits points et en masquant le titre de la base. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez toujours le faire. Et donc, il faut savoir que maintenant, tout ce qui est ici est lié avec ce qui se passe ici. Je vous fais une démonstration. Si je rajoute un nom et que je reviens dans ma vue, on peut voir que le nom apparaît ici. Alors vous allez me dire, quel intérêt? L'intérêt est de pouvoir avoir des bases de données qui sont extérieures à toute notre page, qu'on peut garder dans un coin qu'on n'y touche pas, et faire des vues personnalisées selon le projet qu'on a besoin. Prenons par exemple ce template que j'ai réalisé. Il est d'ailleurs disponible en description s'il vous intéresse. On peut voir, si je descends, que j'ai créé un petit bloc qui contient ma base de données liste de cours. Lorsque je regarde à l'intérieur, j'ai mes cours qui sont prévus pour être utilisés. Mais ensuite, lorsque je les affiche, j'utilise une vue de base de données. Pareil pour mes to-do. Mes to-do, ici, ils sont prêts à être utilisés. Donc c'est une base de données à part entière. Mais si je reviens sur ma page, je l'ai ici affiché sous une vue Kanban et ici affiché sous une vue calendrier. Alors je vais vous expliquer comment on fait ça tout de suite. Avant de commencer à regarder toutes les vues précisément une par une, on va commencer à regarder ce qui est commun à toutes. Ici vous pouvez voir que vous avez priorité, filtré, trié, groupé, etc. Ces éléments-là permettent de manipuler justement cette vue-là sur laquelle on est. C'est-à-dire que si je modifie quelque chose ici, ça n'affectera pas la base de données principale, en tout cas dans son affichage. De toute façon, on ne parle que des filtres, des groupes, etc. Donc ça ne touche pas aux données en elles-mêmes. On va commencer par exemple par propriété. Si je clique dessus, je peux décider de ne plus afficher les étiquettes. Ici, seulement les noms seront affichés. Pourtant, si je me rends dans la base de données, on peut voir que les étiquettes sont toujours là. Elles n'ont pas été supprimées, elles ont seulement été masquées dans cette vue-là. Si je continue, on a les filtres et les tris. Alors ça, c'est un gros morceau d'affichage de base de données Notion. Pour être très simple, si je clique sur filtrer, je peux choisir de filtrer par exemple une étiquette et dire que je ne veux que les étiquettes françaises. Ça permet de créer plusieurs types de vues, on le verra plus tard dans la vidéo, et avec ces plusieurs types de vues, afficher par exemple tous mes mots en français ou tous mes mots en anglais. Ça serait possible dans une base de données. C'est d'ailleurs ce que j'utilise dans mon template de cours pour afficher les cours par année. Vous pourrez aller le voir, la vidéo qui en parle, ça permettra de mieux comprendre peut-être. Si on choisit à présent de trier, je peux choisir par exemple de trier par nom, et donc de choisir un ordre croissant pour que ce soit par ordre alphabétique. Décroissant, ça sera à l'inverse de l'ordre alphabétique. Évidemment, on peut ajouter un tri, donc dire par exemple que je veux que les noms soient à l'inverse, mais que aussi les étiquettes soient à l'inverse. Actuellement, c'est pas très intelligent de faire ça puisqu'on parle d'étiquettes et de noms, mais dans un cas avec plusieurs étiquettes, plusieurs noms et plusieurs types de priorités par exemple pour des tâches, on peut créer des tris assez avancés. Ça permettra de savoir par exemple selon la date qu'il est et la priorité de la tâche, laquelle doit être faite avant une autre. Je peux ensuite grouper des éléments, donc si je clique ici sur grouper, on voit que c'est actuellement pas groupé. Je peux décider de grouper par étiquette et ici maintenant, on verra mes données de ma vue qui sont séparées par étiquette, par défaut étiquette, mais si vous avez plus de propriétés, vous pourrez définir par autre chose. Encore une fois, dans une liste des tâches, vous pourrez imaginer séparer les tâches par la personne à qui ça a été assigné, afin que chacun puisse retrouver facilement ce qui lui appartient. Ici, l'avantage, c'est que je peux plier ce qui ne m'intéresse pas et avoir seulement ce qui m'intéresse, tout en ayant les données au cas où sous les yeux. Pour le reste, les sous-éléments et les dépendances, je préfère y consacrer une vidéo qui s'appellera comment gérer des listes de tâches, parce que pour moi c'est un peu à ça que ça sert, même si on peut le faire pour autre chose. Ici c'est vraiment le principal, c'est gérer les tâches, donc j'en ferai une vidéo dédiée. N'hésitez pas à vous abonner pour voir lorsqu'elle sortira. Il existe 6 types de bases de données différentes dans Notion. Si ici je récupère toujours mon exemple de ma vue liée à la base de données numéro 2, je peux cliquer sur les 3 petits points et voir ici dans disposition toutes les tables qui existent, toutes les vues de tables qui existent. Donc on a ici la vue table, donc c'est juste une liste les uns entre les autres, mais on a aussi la vue Kanban. Donc la vue Kanban, elle prend en considération une propriété de la première base qui a été créée et la répartit selon ce qu'on aurait choisi.
Prenons un exemple. Dans ma base du numéro 2, j'ai à présent entré 3 noms, mots au hasard, c'est juste pour donner un exemple, de bonjour dans différentes langues. Et ici en étiquette, je leur ai donné une fois anglais, une fois français, une fois espagnol. Si je reviens à ma vue Kanban, on peut voir qu'il a compris que la seule façon de différencier les 3 mots était leur étiquette, alors il a automatiquement créé 3 étiquettes différentes. Mais il est possible aussi de trier par autre chose. Je peux par exemple ici, dans disposition Kanban, dire que je ne groupe pas par étiquette, mais je pourrais grouper par leur nom. Donc cette fois-là, ça sera tous les mots différents. Ce n'est pas très logique de faire ça, on groupe généralement par des étiquettes ou pour une liste des tâches par priorité ou par avancement d'une tâche. Dans ce tableau Kanban, on peut par exemple masquer une des étiquettes qui ne nous intéresse pas. Imaginons que je ne veux pas que les 100 étiquettes soient affichées, je peux cliquer sur les 3 petits points et masquer. Je peux faire ça pour d'autres langues. Ici je masque, donc quand je clique ici, je peux voir la liste des données qui sont à l'intérieur de cette étiquette, mais elles ne sont pas affichées par défaut sur ma page. L'avantage, c'est que par exemple dans une liste des tâches, je ne veux pas afficher les tâches qui sont terminées, seulement celles qui sont en cours ou qui n'ont pas été commencées. Donc je vais masquer les en cours tout en ayant toujours accès pour pouvoir les trouver. Dans ce tableau Kanban, on peut voir plusieurs autres choses. Donc si je continue, une fois que j'ai choisi la disposition, je peux choisir d'afficher le titre de la base de données ou pas. Celle-là, on l'a fait tout à l'heure. Si je reclique, le titre se réaffiche. Je peux choisir un aperçu différent de la carte, donc pour l'instant il n'y en a aucun, mais je peux choisir une image de couverture ou le contenu. Imaginons que je choisisse image de couverture, ici. Si je rajoute une image de couverture, elle sera affichée à l'intérieur de ma vue. Si je continue, je vais ici enlever le contenu, donc j'en mets aucun. La taille de la carte, je peux la rendre plus petite ou plus grande que ce qui est par défaut. Je peux également colorer les colonnes, donc ça prendra la couleur de l'étiquette qui est ici. Si je coche, la case devient verte. Et je peux définir comment s'ouvrent les pages lorsque je clique dessus. Actuellement, si je clique, elles s'ouvrent latéralement. Je peux modifier ça si je préfère avoir une ouverture centrée. Lorsque je clique dessus, maintenant l'ouverture est centrée. Pour la vue chronologie et la vue calendrier, il faut savoir que vous avez besoin impérativement d'avoir des dates dans votre base de données. Donc si vous le faites, une date sera obligatoirement créée comme propriété de votre base de données. Alors, il n'y aura pas de date par défaut, c'est-à-dire que vos éléments seront classés comme sans date, mais il y aura une propriété date qui sera créée. Pour l'exercice, j'ai créé des dates un peu au hasard dans mes mots, même si ça n'a aucun intérêt, et on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe si je change la disposition. Si je me mets en vue calendrier, ici, on peut voir que les mots apparaissent à la date à laquelle ils ont été indiqués. Si ici je clique sur la date du jour et que je crée un nouveau mot, on pourra voir ensuite, si je retourne dans la base de données, que ce mot aurait pris la date du jour. Donc c'est très important pour par exemple faire un calendrier de tâches ou de devoirs ou d'événements à préparer. Vous pouvez ici avoir vos listes, cliquez ici et ensuite écrire si vous avez besoin de quelque chose à l'intérieur. Alors, comme tout à l'heure, si on revient ici et qu'on va voir dans disposition, on peut voir qu'on peut afficher le calendrier par date s'il y a plusieurs dates en fait. Ici il n'y en a qu'une seule, mais si vous avez créé plusieurs dates, on peut décider de définir un autre type de date. Je vais vous montrer l'exemple tout de suite. Donc ici j'ai créé une propriété que j'ai appelée date 2 et j'ai mis des dates différentes de celles qu'il y avait à la base. On peut voir que par exemple ici bonjour est pour le 27. Si ici je retourne dans disposition et que je trie cette fois par date 2, on peut voir que bonjour n'est plus du tout le 27. Il est ici le 21. Évidemment, comme tout à l'heure, encore une fois, mais je ne vais pas dire à chaque fois, vous pouvez ici choisir ce que vous décidez d'afficher. Je pourrais afficher des étiquettes et comme ça, elles s'affichent au niveau de mon calendrier. La prochaine disposition est la chronologie. Si ici je clique à l'intérieur, c'est la même chose que la vue calendrier, sauf que cette fois, nous sommes dans une disposition allongée. Donc pour la vue chronologie, je préfère me mettre en pleine largeur pour qu'on puisse avoir plus de place. Et ici, on peut voir que selon la date de la donnée, elle est définie sur cette chronologie. Ici, je peux rallonger et je peux même lier un mot à un autre. Ça, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les dépendances ou les sous-éléments. J'en ferai une vidéo complète parce que c'est un sujet un peu complexe, mais vous pouvez voir que si vous avez un peu de notion, vous pouvez ici rapidement en prendre une et la lier à autre chose. Et on appelle ça une dépendance. Dans cette vue, vous pouvez cliquer ici pour afficher toutes les tâches. Et donc, imaginons qu'une des tâches n'a pas de date. Donc ici, je vais supprimer les dates qui ont été mises. On peut voir qu'elle ne se affichera plus sur la grille. Et ici, en mettant ma souris, je peux automatiquement lui choisir un endroit pour la mettre. Et donc ici, elle prendra par défaut une semaine. Et je peux à nouveau lui redonner des dates différentes. Donc là, il y a une date de début, une date de fin qui aura été créée. La prochaine vue est la liste. Donc si je clique dessus, cela ressemble un peu à la vue table de tout à l'heure. Je vais me remettre en largeur plus étroite. Donc ça ressemble un peu à la vue table, mais en un peu plus joli. Ici, si je clique n'importe où sur la ligne, la page s'ouvre, contrairement à la vue table où il faut spécifiquement cliquer sur le mot ici, parce que
si je clique n'importe où, ça change la donnée. Donc on utilise plutôt une vue liste. Si on a quelque chose dessus, on ne veut pas non plus toujours changer les informations à l'intérieur, on veut juste avoir une liste de documents par exemple, et bah là on utilisera plutôt une liste, alors que si c'est des données qu'on va souvent modifier, on utilisera plutôt une vue table. Donc si je me mets ici en vue liste, voilà, ici je m'en sers pour écrire des choses à l'intérieur, mais sans non plus à chaque fois changer l'étiquette, etc. Là je peux cliquer à l'intérieur, donc j'ai tout ce qui s'affiche et à l'intérieur je peux écrire ensuite. Enfin, la dernière disposition possible est la vue galerie, donc c'est une de mes préférées, parce que en fait elle va afficher des grandes cartes qui permettent à l'intérieur d'écrire ce qu'on veut. Donc par défaut, on est en affichage de contenu, donc le contenu de la carte est écrit, mais imaginons que j'ajoute des couvertures à ces bases de données. Ici, je peux décider maintenant dans la disposition d'afficher par la carte l'image de couverture, et là on peut avoir une jolie galerie d'images. On peut s'en servir pour beaucoup de choses, je m'en sers absolument dans toutes mes bases de données, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très visuel et de très joli. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc là je pense que vous avez compris le principe même de la base de données. On ira plus loin dans une prochaine vidéo pour comprendre les relations, les agrégations, les équations. Ce sont des choses un peu plus complexes qui méritent des vidéos à part entière. Si vous n'avez pas compris quelque chose, mettez-le en commentaire et je vous y répondrai. Et si ça mérite une vidéo, j'en ferai une vidéo à part entière. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Merci beaucoup.